Alors, comme je viens de l'écrire sur Blue Sky et sur X tout à l'heure, le 20 janvier, Donald Trump reviendra au pouvoir. Et évidemment, ça a des implications majeures dans les affaires judiciaires, hein. Je vous avais placé tout au long de cette campagne. Je vous avais expliqué que pour Trump, c'était la présidence ou la prison. Ça sera donc la présidence, ce qui va lui permettre globalement d'échapper à la justice. On va voir, donc, on va faire rapidement le tour des différentes affaires, celles qui vont être impactées, celles qui ne le seront pas, ou celles qui le seront pas tout de suite, ou alors différemment qui ne sont pas mortes. Bon, on va commencer par des bonnes nouvelles. C'est que l'élection de Donald Trump n'aura aucun impact, ne devrait pas avoir d'impact, en tout cas ne peut pas en avoir légalement. Après, est-ce qu'elle aura un impact dans la tête des juges des cours d'appel? C'est possible, mais elle n'aura pas d'impact sur les amendes que Donald Trump, hein, le demi-milliard de dollars que Donald Trump doit dans le cadre de sa condamnation pour fraude, fraude ici au pluriel, à New York, ses rôles joués au sein de la Trump Org, mais aussi sa condamnation pour diffamation de E. Jean Carroll ou sa condamnation pour abus sexuel contre E. Jean Carroll, hein, les 5 millions. Donc il y a des procédures d'appel en cours, mais il n'y a rien dans ces procédures d'appel où on dit, ben voilà, Donald Trump est président en fonction et donc on doit arrêter ces procédures-là. Normalement, ce sont des procédures qui doivent aller à son terme et on ne serait pas étonné que, encore une fois, sous réserve que les magistrats ne se mettent pas des limites dans leur tête, qui n'existent pas, d'accord, serait pas étonné donc d'ici quelques semaines, voire mois, que l'on en prenne, que la cour d'appel a peut-être baissé le montant, mais que Donald Trump doit bien payer 100 millions, 200 millions, 300 millions de dommages et d'amendes à ce niveau-là. Donc ça, c'est le côté bonne nouvelle. Il y a évidemment, hein, on l'a vécu cette semaine, toute la séquence de sentencing, donc d'accusations, de sentences prononcées contre Donald Trump, qui a été reconnu coupable, hein, cette reconnaissance de coupable au niveau de l'État de New York. Encore une fois, ce n'est rien de fédéral. Euh, Elle existe toujours. Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Et donc, le juge doit prononcer une sentence, sauf s'il décide, et il devait se prononcer le 12, finalement c'est repoussé au début de la semaine prochaine, se décide si l'affaire, hein, ce n'est pas directement lié à l'élection de Donald Trump, mais on sait que tout ça c'est derrière, si il considère que l'arrêt euh, passé par la Cour suprême des États-Unis sur l'immunité d'un président par rapport aux fonctions, aux décisions prises dans le cadre de ses fonctions et dans le cadre privé, il considère qu'une partie du dossier qui a condamné Donald Trump est basée sur des témoignages clés qui sont du domaine présidentiel et qui donc ne peut pas être poursuivi. En gros, c'est de se dire que dans le fameux procès de New York, il y a certains témoignages, certains épisodes qui ont été racontés qui se déroulent à la Maison-Blanche, entre autres lorsque Cohen y va pour recevoir des chèques, etc., etc., de dire, OK, c'était à la Maison-Blanche, donc c'est le cadre officiel des fonctions de Donald Trump, donc il ne peut pas être poursuivi. Donc c'est un dossier, c'est une partie du dossier qui est extrêmement importante et qui fait qu'on doit tout rejeter. C'est ce que le juge Merchant doit décider dans les prochains jours. Et évidemment, hein, c'est une décision qui n'a en théorie rien à voir avec l'élection de Donald Trump, mais comme je vous l'ai dit, on sait que c'est derrière. Et en théorie, encore une fois,
la loi américaine décidant que personne est au-dessus du pouvoir aux États-Unis, en théorie, ça ne devrait pas empêcher Merchant de prononcer sa sentence d'ici la fin du mois. Alors, est-ce que ça aura une action s'il décide donc de dire, OK, je vais quand même prononcer ma sentence, est-ce que cette sentence sera conditionnée à la situation de Donald Trump président? Bien évidemment. La Constitution, le département de la justice fait qu'on ne peut pas empêcher un président des États-Unis d'exercer son pouvoir. Donc, même si symboliquement, Merchant décide de condamner Donald Trump à la prison en novembre, à la fin du mois, c'est trop tard pour retrouver Donald Trump derrière les barreaux. Il va être président. Donc, il va faire un appel. Cet appel décidera que, oui, en tant que président, on ne peut pas empêcher le président des États-Unis d'exercer son pouvoir et donc ça n'aura aucun effet, ce qui veut dire que très certainement, soit Merchant ira dans le symbolique, soit s'il décide de mettre une sentence, ça sera sûrement une peine pour une peine qui n'implique pas de prison, qui sera sûrement une peine avec un minimum, le minimum de la loi, juste pour dire qu'on respecte la volonté du jury populaire de New York et que ça doit s'arrêter là. C'est un gâchis complet. Évidemment, ouais, Thomas, tu veux dire Moi, quelque je chose? repense à voilà, ces membres du jury qui ont quand même eu ce courage de prendre ce risque. Je me souviens de tous ces tweets de gens qui disaient OK, il faut identifier ces personnes-là, il faut mettre de la pression, il faut empêcher la justice. Toutes ces personnes-là, il y a quand même eu, et pas que des membres du jury, mais il y a eu énormément de personnes qui ont eu énormément de courage. Et d'avoir ce résultat-là, c'est penser pour eux, quoi, aussi. Non, exactement. Du coup, il reste quoi? Il reste Atlanta, Fulton County, hein, vous le savez, ce n'est pas au niveau fédéral, c'est au niveau de l'État. Le président ne peut intervenir qu'au niveau fédéral. Il peut arrêter, il peut demander demander, on va voir comment, l'arrêt d'une enquête si c'est au niveau fédéral. S'il est condamné, il peut donner des pardons au niveau fédéral, pas au niveau de l'État. Mais ça, c'est dans la réalité. Donc, dans la réalité, si le procès de Fulton County, on n'a toujours pas décidé si Fannie Willis, il y a des appels là-dessus, si Fannie Willis pouvait continuer son travail ou pas. Mais dans le cas où ça serait possible, en théorie, Fulton County pourrait continuer. Et pourquoi je mets ce conditionnel? Parce que dans la réalité, ça ne sera pas le cas. Il y a quelques mois, on avait vécu ce moment en direct d'ailleurs. Le juge en charge du dossier avait été interpellé par l'avocat de Donald Trump qui lui disait que si Donald Trump était élu, il y avait une jurisprudence complètement solide qui fait que le procès ne pourrait pas débuter avant 2029. Et donc, c'est une réalité aussi, c'est-à-dire que si le dossier ne meurt pas dans les prochains mois avec cette histoire de la relation de Fannie Willis, hein, qui est en appel actuellement, s'il ne meurt pas, tant que Donald Trump sera à la Maison-Blanche, il n'y aura pas de dossier à Fulton County. Donc ça veut dire qu'au au mieux, le dossier est reporté à 2029. Non, Thomas est sans voix, il n'y a rien à dire. Non, c'est comme ça. Donc la présidence ou la prison, hein, la présidence ou Ouais, la prison. ouais. Et donc ça nous renvoie aux deux dernières affaires qui sont au niveau fédéral, qui sont menées par le Special Counsel Jack Smith, donc le conseiller spécial qui a été nommé avec beaucoup de délais, certains de ce délai compréhensibles, l'autre moins. Je ne mets pas la faute uniquement sur Merrick Garland. Il y a tout un système qui n'est pas conçu pour des personnes comme Donald Trump qui représentent à la fois l'argent qui permet d'avoir des avocats qui jouent toutes ces failles-là, mais aussi qui ont le pouvoir avec eux.
ancien président, qui a nommé des juges de la Cour suprême. Encore une fois, si la Cour suprême avait pris, comme elle en est capable et comme on l'a déjà fait, sa décision en 15 jours, en 3 semaines, en un mois, au lieu d'en prendre 5-6, le procès aurait eu lieu. Mais ce n'était pas l'intérêt de la Cour suprême qui a agi de manière politique là-dessus. Il y a aucun doute. Et donc, on a 2 dossiers qui sont menés par Jack Smith. Donc, le premier, c'est celui du 6 janvier que vous connaissez très bien ici. Le deuxième, c'est celui des documents secrets volés à la Maison-Blanche et emportés à Mar-a-Lago. Vous le connaissez aussi très bien. Le dossier de Mar-a-Lago, il a moins d'impact public. On connaît moins d'informations de ce dossier-là parce que la juge Cannon, qui a tout fait pour qu'il n'y ait jamais de discussion de fond sur le dossier, mais des discussions de forme, et qui fait que du coup, le dossier, elle a décidé à la veille de la convention républicaine de dire non, mais de toute façon, la nomination de Jack Smith n'est pas bonne, donc tout est à mettre à la poubelle, ce qui est parti en appel parce que la jurisprudence établit sans l'ombre d'un doute que la mission de Jack Smith était correcte, mais tout ça a permis de donner une victoire électorale à Trump et de s'assurer que rien ne sorte avant l'élection. Donc ça, c'est pour le contexte. On sait que Trump, il ne s'en est pas caché, il a dit que lorsque il reprendra le pouvoir le 20 janvier, que dans les 2 secondes, ça sera sa première décision. Ce qui prouve aussi que Trump, en fait, il était candidat parce que la prison Pour se sauver. ou la présidence, pour se sauver, c'est qu'il dit sa première décision within 2 seconds, ça sera de virer Jack Smith. Donc de virer Jack Smith. C'est pas s'occuper du peuple, c'est pas se dire ok, comment est-ce que je peux aider les Américains. Non. Tout ça, on a voté pour quelqu'un qui pense qu'à lui. Alors pour la petite histoire, ça va permettre de connecter les deux parties, c'est que Trump n'a pas le pouvoir de virer un special counsel. Il n'a pas le pouvoir, mais il a le pouvoir de demander à son garde des Sceaux, donc à son ministre de la Justice, à Matt Gaetz, de le faire. Vous voyez l'ambiguïté. Donc Matt Gaetz a donc le special counsel, on va dire non, mais le special counsel c'est particulier, il est justement protégé par la loi. Oui et non, c'est-à-dire que si Matt Gaetz décide de virer Jack Smith, il virera Jack Smith parce que la loi prévoit par exemple que il y ait ce qu'on appelle a good cause. Donc, il est une bonne raison de virer. Donc, on peut imaginer tout et n'importe quoi qui peut être utilisé pour virer Jack Smith. C'est une réalité. Il sait qu'il va être viré. D'ailleurs, ça se dit depuis quelques jours à Washington que Jack Smith ne va pas donner ce plaisir-là à Donald Trump et va démissionner avant. Il a déjà informé les membres de son équipe en leur recommandant de faire la même chose, que ce soit des membres du FBI ou des juristes qui ont travaillé pour lui. Il sait aussi que Matt Gaetz à la justice et Trump à la présidence, c'est que l'enfer va débuter pour lui à partir du 20 janvier, que Trump va utiliser toutes les forces gouvernementales à sa disposition pour venir torturer et se venger, comme nous le dit Véro, se venger de Jack Smith, c'est-à-dire que, par exemple, il va utiliser les services fiscaux pour mettre Jack Smith sous les lumières d'un double, d'un triple, d'un quadruple contrôle fiscal, et il va utiliser le fait qu'il a désormais un pouvoir complet au Congrès, Chambre des représentants et Sénat, pour ordonner le lancement de plusieurs comités au niveau du Congrès, comme l'a été par exemple comme l'a été par exemple la commission d'enquête sur le 5 janvier. Il va y avoir des commissions d'enquête
faites par ces majorités républicaines MAGA sur demande de Donald Trump sur Jack Smith et pour expliquer qu'il il a utilisé le gouvernement américain pour venir se venger de Donald Trump. Jack Smith, sa famille, pensons-en, mais aussi tous les gens qui ont travaillé avec lui, tous ces juristes dont on a vu le nom, tous ces juristes qui sont allés à la barre à Mar-a-Lago ou à Washington pour expliquer que un ancien président était un citoyen comme les autres et qu'il fallait respecter la Constitution, vont être les premières victimes de Donald Trump et il faut avoir une pensée pour eux. Et donc, c'est pour ça que c'est important de raconter tout ce que je vais vous raconter maintenant parce que pour Jack Smith, ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et à partir de là, cette réalité, c'est aussi le début d'un contre-la-montre dont on connaît tous la ligne d'arrivée, qui est le 20 janvier, et qui a un impact extrêmement, extrêmement important, qui est essentiel pour la justice, pour l'histoire des États-Unis, pour la Constitution et pour la démocratie. Je vous en parle dans quelques secondes. Alors, on est dans une période extrêmement sombre qui va s'assombrir encore plus à mesure qu'on se rapproche du 20 janvier. Et donc, du côté de Smith, cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire entre maintenant, le 14 novembre, et le 20 janvier, dans les un peu plus de 2 mois qui restent, qu'est-ce qui est possible de faire? Évidemment, il n'y aura pas de procès avant le 20 janvier. Donc ça, c'est extrêmement important à garder en tête. Et donc, il y a plusieurs options qui ont été évoquées par certains, dont cette option qui pourrait paraître sur le papier réjouissante et qui en fait ne l'est pas, de dire, ben voilà, comme effectivement Donald Trump va être président et être protégé à la fois par le pouvoir de la présidence et l'arrêt de la Cour suprême sur son impunité, ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer à des personnes qui ne le sont pas. C'est-à-dire que de toute urgence, euh, Jack Smith doit réunir une nouvelle fois son grand jury et demander l'inculpation des complices de Donald Trump. C'est-à-dire les complices de Donald Trump, c'est Rudy Giuliani, c'est Sidney Powell, c'est John Eastman, c'est Jeffrey Clark, c'est Ken Chesebro, qui eux ne sont pas protégés par tout ça. Et en disant, voilà, ça veut dire que la procédure va continuer après le 20 janvier parce que là, ça ne sera plus Donald Trump qui sera directement visé par cette nouvel acte d'inculpation, mais ses alliés. Et donc, si Donald Trump veut empêcher que le dossier avance et à travers ses alliés, à travers le jugement de ses alliés, on révèle ce qu'il a fait le 6 janvier et les semaines qui ont précédé ça, il sera obligé de montrer sa corruption. Si vous voulez, 2 secondes, je suis en train de regarder quelque chose. Oui, donc il sera obligé, Donald Trump, de faire 2 choses qui vont montrer sa corruption, c'est-à-dire que, de demander publiquement la fin de cette nouvelle enquête-là, donc de demander à Gates qu'il mette également à la poubelle les dossiers contre Rudy Giuliani, contre Sidney Powell, contre John Eastman, contre Chesebro et contre Eastman. Donc, aux yeux du public américain, c'est de montrer que Trump utilise le pouvoir de manière corrompue.
Et la deuxième chose, c'est qu'il va être obligé, s'il ne fait pas ça, d'utiliser son pardon présidentiel pour s'assurer que ses alliés ne se retrouvent pas en prison et du coup ne parlent pas pendant le procès. Et donc, c'est encore une fois, aux yeux des Américains, de montrer que Trump utilise le pouvoir de la présidence pour son propre intérêt. Ça, c'est sur le papier. Lorsque la première fois que j'ai entendu, entre autres, je pense que c'est Glenn Kushner qui a été un des premiers à en parler, il n'est pas le seul sur son émission sur YouTube, on s'est dit, oh non, mais c'est vrai, ça a du sens. Comment il s'appelle? Jack Smith a toujours expliqué qu'il y avait des co-inculpés, que pour l'instant, il n'allait pas dans cette direction-là. Donc, c'est une manière de faire tenter de survivre le dossier. Dans la réalité, c'est une erreur magistrale. C'est une erreur qui servirait Donald Trump pour un impact limité. Le fait que Donald Trump soit corrompu et le fait que Donald Trump soit arrivé à la présidence pour éviter à la prison, je pense que c'est non seulement un fait connu de toutes et de tous et accepté, mais ça n'a pas empêché ses électeurs à voter pour lui. D'accord? Et je crois que, au contraire, Jack Smith doit démissionner. Il doit démissionner avant d'être viré. Il doit démissionner dans les semaines qui arrivent. Pourquoi? Parce que les textes de loi sur la nomination d'un special counsel lui imposent, avant de démissionner ou lorsqu'il a terminé son travail, de publier un rapport public sur son travail où il explique pourquoi il a décidé d'inculper telle personne dans le cadre de cette loi et pourquoi, par exemple, il n'est pas allé dans telle ou telle autre direction. Donc, c'est la publication. C'est souvent une publication qui prend du temps, qui prend des années. Et c'est là qu'on va parler de ce que peut faire Joe Biden. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Donc cette publication, donc il fait ce rapport. Ce rapport est validé par le ministère de la Justice, donc Merrick Garland. Si c'est un rapport qui touche, et vous allez voir, c'est important pour Mar-a-Lago, de la sécurité nationale, il doit être revu par les agences sous l'autorité de Tulsi Gabbard. Et c'est là qu'on voit que Donald Trump est en train de jouer une partie d'échec. C'est-à-dire qu'il a choisi à ses postes clés des personnes qui sont dans la mesure d'étouffer cette vérité. Sauf si, on va y revenir. Et c'est le ministre de la Justice, donc Smith écrit son rapport, il démissionne, écrit son rapport, il démissionne, le passe à Merrick Garland, et c'est Merrick Garland qui le rend public. Merrick Garland a toujours annoncé qu'il rendrait public le rapport de Jack Smith. On connaît bien ce dossier, qui est celui du 6 janvier. On a fait plusieurs émissions spéciales. Hormis quelques détails, la réalité de l'implication de Donald Trump, la manière dont le 6 janvier et les jours précédents ont été organisés, on la connaît. Mar-a-Lago, on est plus dans l'inconnu et dans la zone d'ombre parce que, justement, la juge Cannon a fait tout ce qui était en son pouvoir et elle a réussi pour que les éléments du dossier, parce qu'en plus, il y avait cette dimension de sécurité nationale, pour que les éléments du dossier ne soient jamais discutés et ne soient jamais publics. Si Jack Smith démissionne et écrit ce rapport-là, ça sera le seul document public qui existe sur
l'enquête de Mar-a-Lago. Et justement, je vais vous renvoyer à ce point extrêmement important, ce document, on va le regarder tout de suite, qui date d'octobre dernier, donc il y a un peu plus d'un an. Ce document versé par the United States of America, donc versé par l'équipe de Jack Smith. Et vous allez voir, je crois que c'est à la page 4 de ce document-là, il y a ces 4 lignes dont je vous ai parlé qui sont extrêmement embêtantes pour Donald Trump. Et c'était lorsqu'on avait ces 4 lignes-là qu'on s'est dit, mon Dieu, il faut absolument arriver au procès. Parce que Jack Smith écrit le fait que Donald Trump ait pris ces documents à la Maison-Blanche, personne ne le discute. Il existe de multiples preuves. Il termine en disant le procès, hein, le centerpiece de tout ça, ce n'est même pas le fait que ces documents contiennent des informations des secrets de défense. D'accord ? Ce n'est même pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que notre enquête a permis de déterminer all issues the government will prove at trial. Donc, a permis de déterminer pourquoi Donald Trump a volé ces documents et pourquoi Donald Trump a refusé de les rendre. Le point le plus important, intent, son intention. Dans quel but Donald Trump a pris ces documents secrets et ce qu'il en a fait et pourquoi il a fait. Et il écrit noir sur blanc que all issues that the government will prove at trial. Donc, d'expliquer que le gouvernement américain, par rapport aux trouvailles de l'enquête de Jack Smith, va pouvoir prouver devant une cour de justice, de prouver pourquoi Donald Trump a fait ça, quelles étaient ses intentions, est-ce qu'il a vendu certains de ses documents. Ces 4 lignes sont au cœur de l'enjeu qui est en train de se dérouler de cette contre-la-montre. Jack Smith doit écrire ce rapport pour répondre à ces questions, dont il a la réponse, l'intention, le but de Donald Trump, la corruption de Donald Trump. Il doit le faire. Parce que s'il ne le fait pas, et c'est là qu'on rentre dans le très grave, et c'est là qu'on rentre dans le cœur de l'intérêt de la nomination de Jack Smith. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il part en laissant le dossier ouvert. Et s'il part en laissant le dossier ouvert, Trump a le pouvoir, protégé par la Cour suprême, de demander à son ministre de la Justice, qui ne lui refusera rien, de détruire l'ensemble des preuves. De détruire l'ensemble des preuves. C'est l'enjeu de la course contre la montre de Jack Smith. C'est de documenter, de publier ce document-là, de mémorialiser ces informations pour qu'elles restent tout court, pour qu'elles ne soient pas détruites. Si Jack Smith n'a pas le temps de faire ça, et c'est pour ça qu'il doit démissionner à terme, si Jack Smith n'a pas le temps de faire ça, Donald Trump, utilisant la Constitution et utilisant le fait qu'il a un ministre de la Justice à son service, ordonnera la destruction de toutes ces preuves-là. Ça sera un acte officiel en termes de président. Il ne pourra pas être poursuivi pour cette décision-là. Et lorsque je vous parle de destruction de preuves, c'est la destruction de la totalité du dossier. Les notes, les enregistrements vidéo. Donc, c'est la possibilité pour Donald Trump d'effacer l'histoire. D'effacer l'histoire pour s'assurer que le public américain n'apprenne jamais ce que Jack Smith avait découvert sur ses intentions, sur son intention de pourquoi il a pris ces documents-là,
pourquoi il a refusé de les rendre, pourquoi il a ordonné Walt Nauta de les changer d'endroit pour que le FBI ne les trouve pas, pourquoi lorsqu'il quittait Mar-a-Lago pour des périodes de vacances, il emportait avec lui ces cartons-là pour qu'il ne s'en sépare jamais, pourquoi il avait un placard auquel il avait fait changer les serrures. Toutes ces questions-là, si elles n'apparaissent pas d'ici le 15, ou on va dire le 19 janvier, elles n'apparaîtront jamais. Smith doit boucler le dossier pour sauver l'enquête, sauver les preuves. C'est vraiment son urgence quand je vous parlais d'obligation par rapport à l'histoire et la justice. C'est le véritable enjeu, c'est la dernière carte de Smith. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là qu'on voit que la nomination de Tulsi Gabbard n'est peut-être pas le fait du hasard, c'est que, évidemment, tout ce rapport de Mar-a-Lago, évidemment, celui sur le 6 janvier est important, mais pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est Mar-a-Lago, parce que le 6 janvier, on connaît tellement de documents déjà, il y a tellement d'informations qui sont sorties, mais ça aura évidemment le même effet de préserver l'enquête de Smith sur le 6 janvier. Mais Mar-a-Lago, il n'y a rien de public. Il n'y a rien de public parce que Cannon a empêché cette sortie publique. Et donc, Mar-a-Lago, vous le savez, ce sont des documents secrets. Ce qui veut dire que la procédure, c'est Jack Smith écrit son rapport et démissionne. Il passe son rapport avant de démissionner, il le passe à Garland et Garland décide de sa publication. Mais avant de passer sa publication, la procédure normale, c'est d'envoyer le rapport aux agences gouvernementales qui sont impliquées dans ces documents-là, CIA, NSA, et le tout chapeauté par le Director of National Intelligence, le futur poste de Tulsi Gabbard. Et ce processus, on l'a vu par le passé, c'est quelque chose qui peut prendre 3 mois, qui peut prendre 6 mois. Et donc, le côté de Donald Trump, c'est de se dire, OK, si le rapport est fait et que Garland suit la procédure et l'envoie à Tulsi, l'envoie pour qu'il soit vérifié par les services de renseignement, ça va prendre tellement de temps que le 20 janvier, on va reprendre en place et c'est à la fin Tulsi Gabbard qui décidera quelle information doit être rendue publique ou pas. Hein, c'est-à-dire qu'elle aura le pouvoir de dire, bah, tiens, les 40 pages qui expliquent comment Trump a tenté de vendre ce document à une puissance étrangère, on la censure dans son intégralité et c'est fin de l'histoire. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième pari de Trump pour se protéger là. Et c'est là qu'on tombe dans ce que peut faire ou pas Joe Biden. Joe Biden est aujourd'hui protégé par les mêmes dispositions qui protégeront demain Donald Trump. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il a le droit de donner l'ordre de manière officielle en tant que président des États-Unis que ce rapport soit publié avant le 20 janvier. Il est protégé, pareil par SCOTUS, ça sera une décision présidentielle. Donc à la fin, malheureusement ou pas, à suivre, c'est Joe Biden qui va avoir le pouvoir de s'assurer que le rapport soit publié avant que Donald Trump le fasse censurer. Et c'est Joe Biden qui, de manière légale, grâce à cette disposition de SCOTUS, par exemple, va pouvoir ordonner, par exemple, à Merrick Garland, le ministre de la Justice, que
ces documents-là, les preuves qui sont attachées au rapport de Jack Smith soient également publiées, soient également rendues publiques pour qu'elles existent. C'est vraiment l'enjeu de ces dernières semaines. Empêcher Donald Trump d'avoir des ministres corrompus, je vous expliquais en première partie de l'émission comment il va contourner ça. Mais il existe aujourd'hui, et la première responsabilité, elle est chez Jack Smith, et je suis persuadé, pour suivre son parcours depuis très longtemps, avant même qu'il devienne en charge de cette affaire-là, hein, c'est quelqu'un qui a poursuivi des criminels de guerre, que Jack Smith sait que à partir du 20 janvier, il va devenir, lui et sa famille, les premières cibles de Donald Trump, qui va tout faire pour se venger. Et que sa seule manière d'obtenir cette victoire, c'est de écrire ce rapport de fin d'enquête et de démissionner pour s'assurer que le dossier ne reste pas ouvert. Si ce dossier reste ouvert, si Smith ne démissionne pas, mais est viré par Donald Trump, la totalité des preuves contre Donald Trump seront détruites. Et donc, on ne connaîtra jamais les intentions de Donald Trump lorsqu'il a dissimulé ces documents après sa défaite de 2020. Voilà, à suivre.